Donc bonjour, il est 17 heures, donc c'est mon tour. Alors je me présente, je suis Jean-Pierre Aubin, je suis enseignant à l'ESIEA, je suis co-responsable du parcours sécurité, cybersécurité, et je suis positionné dans le campus de Laval. Donc aujourd'hui, je suis en ligne avec vous pour vous présenter les outils que l'on utilise pour assurer la continuité de notre formation d'enseignants quand les étudiants ne sont plus devant nous. Donc, quand on est dans un contexte comme celui-là et qu'on doit travailler avec les étudiants et leur permettre de continuer à développer leurs connaissances. Donc, pour vous fixer un peu le contexte, un peu plus, je suis enseignant en cybersécurité, donc, et plus spécialement dans les cours Linux et Audit. Néanmoins, vous le verrez dans les outils que j'utilise. Néanmoins, je vais adapter mes propos pour que je puisse être utile et que ce que je vais vous expliquer puisse servir à tout enseignant, peu importe le domaine. Alors, en parlant d'outils, je refixe un peu le contexte pour bien que vous compreniez comment on place les évaluations et avec quel outil. Donc, on a une partie de cours théorique, bien entendu, qu'on assure. Alors, dans l'esprit des intervenants précédents, principalement pour les prestations orales, quand on est en face à face ou en visio, on utilise Teams parce que le groupe SIUA dispose de sa messagerie sur Office 365 et tous les étudiants aussi. Donc, c'est naturellement l'interface qu'on utilise pour faire des visios avec eux. Néanmoins, au regard des difficultés que Microsoft a eues en début de semaine, et parce que de temps en temps, il faut être capable de s'adapter aux étudiants qu'on a en face de nous, on peut être amené à utiliser Zoom, cette plateforme, ou Discord de temps en temps, parce que c'est un média qui est très apprécié par les étudiants, donc il ne faut pas qu'on hésite, selon le contexte, à s'adapter à leur situation pour pouvoir mieux les motiver à distance. Pour les supports de cours, on utilise uniquement Moodle. On a centralisé tout ce qui est support de cours, dépôt des TP, des cours, des présentations sur Moodle et qui est un outil libre qui répond parfaitement à notre besoin. Et on a hébergé ce serveur, ce qui fait qu'on est complètement libre et on a pu assumer la charge parce que les serveurs étaient déjà dimensionnés pour nos étudiants et pour notre format. Pour les TP, alors les outils que j'utilise sont adaptés aussi aux cours que je donne. Donc le premier outil, l'outil principal, c'est CyberRange, la plateforme de cyberentraînement d'Airbus. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je donne des cours qui sont plus techniques et grâce à cet outil de CyberRange, on a la possibilité de mettre en place des infrastructures virtuelles sur lesquelles les étudiants peuvent continuer à travailler, à simuler des TP. Et on a mis en place ensuite des VPN qui sont ouverts depuis le réseau de l'école ou depuis la maison pour les étudiants. Et ils vont être capables de se connecter sur cette plateforme de virtualisation et de continuer les TP. Ce qui va nous permettre, nous, dans les évaluations, de pouvoir contrôler directement leurs travaux, ce qu'ils ont fait comme si on était avec eux sur le PC. Donc on va pouvoir aller prendre la main sur les stations qu'ils ont développées, qu'ils ont construites eux-mêmes. Les TP aussi, on utilise Moodle dans certains cas parce que c'est intéressant de mettre en place les TP là, de leur demander de poser le rendu, on verra ça aussi plus tard. Et comme on a la suite à Office 365, on utilise tout ce qui est outils collaboratifs de Microsoft pour leur permettre de faire des rapports en collaboratif, voire nous, si nécessaire, on pourra se connecter avec eux et puis travailler directement sur leurs documents. Grâce à ces trois outils, on arrive à assurer la continuité des TP sans grande difficulté dans ma situation, je vous le rappelle, le contexte donc informatique, système d'information, Linux, cybersécurité. Là, grâce à ces outils, on est bien en cible. Ensuite, pour les évaluations, et ça va être le cœur de ma présentation, donc bien entendu, on termine sur CyberRange. J'aurai la possibilité de prendre à la main sur les PC virtuels qu'ils ont
paramétrer, puis de pouvoir constater leur travail et puis de pouvoir l'évaluer. Il y aura la possibilité, je vais vous présenter aussi des questions surprises qu'on peut poser sur Moodle. Donc, c'est des petites fonctionnalités qui vont nous permettre de pouvoir, comme François le disait, l'intervenant précédent, on va faire en sorte de donner des points de rendez-vous à des périodes courtes. Et sur cette période courte, il faut aussi qu'on montre qu'on est avec eux et qu'on est attentif et qu'on est heureux de les voir se connecter, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle pour se connecter. Et donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter et puis à montrer de l'intérêt en évaluant aussi leur travail, sans les sanctionner, bien entendu, mais qu'ils aient un avis, notre avis sur ce qu'ils ont fait, c'est toujours intéressant. Les rapports, on va leur demander quand ils ont travaillé sur un TP pendant plusieurs heures, qu'ils puissent déposer leur rapport sur Moodle, donc on va voir ça juste après. Et bien sûr, je conclurai par les évaluations théoriques classiques que je vous montrerai avec Moodle. Alors, avant de commencer tout ça, je vais vous présenter les groupes de travail et l'impact qu'ils pourraient avoir sur des forums. Donc, le groupe de travail, c'est quoi? C'est tout simplement quand on est en cours et quand on est en présentiel et qu'on leur demande de constituer des équipes pour pouvoir réaliser un TP. Mais c'est facile, c'est simple, on n'a qu'à leur demander, ils se séparent par affinité, tout va bien. Mais quand on est à distance et qu'on leur demande le même travail, ça peut être très compliqué et on peut perdre énormément de temps pour rien. Donc là-dessus, Moodle nous offre une possibilité qui est vraiment très appréciable, c'est de permettre aux étudiants de créer des groupes. Alors comment ça se fait sur Moodle? Quand on est sur l'interface de Moodle, on peut ajouter une activité. Donc là, vous voyez la liste de toutes les activités de Moodle. Alors, bon, ce serait trop long de toutes vous les présenter. Mais là, on a la possibilité, on a deux choix, deux options. C'est leur proposer d'auto-gérer leur groupe ou de s'ajouter dans un groupe existant. Alors, les deux sont bien, ça dépend de votre contexte, mais moi, j'apprécie qu'ils prennent le temps, qu'ils s'investissent eux-mêmes dans la pédagogie, et donc je leur envoie un mail généralement un peu à l'avance et je leur demande de gérer leur situation et de s'arranger entre eux pour créer des groupes. Donc, hop, je vais vous montrer les paramètres. Donc, quand on crée les groupes, il y a peu de paramètres vraiment importants. Bon, il y a toujours plein de paramètres et on peut s'adapter à énormément de situations, ça dépend de votre intérêt pédagogique, mais les quelques paramètres que je trouve vraiment très intéressants, c'est le nombre maximum de membres par groupe, bien entendu, le fait qu'un étudiant puisse s'intégrer que dans un seul et unique groupe, sinon après ça peut compliquer les choses, surtout pour la partie évaluation. Le fait qu'ils puissent rentrer, quitter, créer son groupe, on les laisse faire leur organisation et on leur donne une date butoir qui est avant le début du cours et après on n'a plus qu'à venir et à gérer les petits détails ou à régler les éventuels petits conflits qu'il y aurait pu avoir. Mais si on leur laisse le temps, généralement, après on n'a plus qu'à reconstituer les groupes de personnes qui n'avaient pas réussi à se mettre à trois. Deux options qui peuvent être sympathiques, mais vous avez intérêt de faire de la modération rapidement, c'est de leur donner le droit de créer leur nom de groupe et de mettre une petite description. Alors ça peut être très bien, mais il faut avoir des étudiants qui sont assez sobres, on va dire, pour rester polis, parce que très vite, ça nécessite de la modération. Donc bon, c'est une fonctionnalité qui peut être pratique, mais vous avez intérêt de bien connaître vos étudiants. Et pour le reste, bon, ben, c'est du classique. Donc, c'est pas la peine de vous le montrer. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le résultat. Donc, alors, comment j'ai fait? Je suis dans le cours et j'ai cliqué. Alors, c'est pas les raccourcis dans le menu de gauche, mais ça revient à ça. Et donc là, je clique, puis je vois, bon, avec mon interface de gestionnaire du cours, d'enseignant, et je vois le résultat avec quelques étudiants. Et j'en profite pour les remercier. Donc, nous avons parmi nous quelques étudiants qui ont accepté de venir et puis pour vous générer de la vie pendant ma démonstration pour qu'elle soit plus réaliste. Et donc, je les remercie pour le temps qu'ils nous accordent. Et donc là, vous voyez en fait les étudiants qui ont qui se sont pré-organisés. Et dedans,
hop, alors je change l'interface et j'ai connecté à côté dans un deuxième navigateur. Donc pour bien se voir, en noir, je serai en professeur. Et en blanc, sur la droite, je serai avec un compte utilisateur. Et lui, qu'est-ce qu'il peut voir quand ici, sur la gauche, vous voyez l'interface avec l'administration, vous avez à droite ce que peut voir l'étudiant. Et donc l'étudiant, quand il arrive, il peut, là il était déjà, Johan était déjà dans un groupe, mais il peut quitter ce groupe-là, voilà, il le quitte, et il peut revenir dans un groupe ou créer un autre groupe, comme il veut. Donc là, pour le TP, je vais l'ajouter dans le groupe. Donc, une fois que les groupes sont faits, c'est pratique parce qu'on peut, je vais le remettre en plein écran, ça vous permet maintenant de bien gérer les équipes. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des, je repasse en mode édition, on n'est pas obligé d'avoir des groupes de travail, mais maintenant, de temps en temps, j'ai eu en face de moi des promotions de 100 étudiants et quand on commence à faire des projets soit important, soit avec un nombre important d'étudiants, le laisser travailler tout seul, ça peut être très compliqué. Donc, de mettre en place des équipes, même à distance, ça peut s'avérer toujours utile. En tout cas, à la fin, quand les groupes sont définis et quand vous les avez validés, personnellement, je cache toujours l'activité. Ce qui fait que là, les étudiants ne peuvent plus changer de groupe, ne peuvent plus retravailler. Retravailler, se réorganiser. Les groupes sont figés. Et je peux même cacher complètement la section et ça va disparaître complètement dans l'écran. Je vous le présente. Je reviens ici et vous voyez que l'étudiant ne peut plus changer de groupe. Donc, on revient maintenant à... je repasse. On revient maintenant à ce qui intéresse un peu plus le sujet de la présentation, c'est les évaluations. Donc, ce qui est très intéressant dans les évaluations, c'est les dépôts de fichiers, comme je vous le disais, c'est le fait de pouvoir leur poser des petites questions et les interrogations classiques. Donc, on va commencer par les dépôts de fichiers. Donc là, j'en avais créé un ici. Donc, vous voyez que je ne suis pas membre du groupe parce que je suis enseignant et que j'avais pré-créé un dépôt de fichiers par groupe. L'enseignant n'est pas dans un groupe, donc on voit qu'il y a un petit problème. Néanmoins, c'est que de l'affichage, parce que comme j'ai tous les droits, je peux continuer à gérer comme il faut les dépôts de groupe. Mais on va revenir tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure sur ce point. Ce que je vais montrer d'abord, c'est comment on crée ces dépôts de groupe, ces dépôts de fichiers. Donc, c'est l'activité qui s'appelle devoir. Quand on les crée, on a la possibilité de déclarer un espace dans lequel les étudiants vont pouvoir venir déposer le travail qu'on leur a demandé. Alors, quand on le crée, il faut toujours faire attention, comme tout sur Moodle, aux paramètres qu'on définit. Moodle est très pratique, il nous permet tout un tas de choses. Tous les enseignants que je connais peuvent adapter leur pédagogie, leurs habitudes, leurs préférences à Moodle. Maintenant, ça amène la possibilité de faire aussi beaucoup d'erreurs. Il y a énormément de paramètres. Et moi, j'ai pris le parti de toujours rester assez simple dans le choix de mes paramètres et de toujours mettre en œuvre dans les évaluations, qui sont le sujet d'aujourd'hui, des solutions simples que j'ai testées. Parce que c'est toujours très agaçant pour tout le monde quand une interrogation rate, une évaluation rate, parce qu'on s'est raté dans un paramètre. Donc, ce que je fais, c'est dans le dépôt de fichiers, j'utilise, alors dans le contexte du travail à distance, autoriser la remise dès c'est rarement un paramètre que j'utilise parce que l'étudiant a plutôt de nature à être procrastinateur. Ils se reconnaîtront, surtout les miens. Mais donc je leur fixe surtout la date de fin de remise, mais je leur mets pas de limite. C'est-à-dire que je leur dis, par exemple ici dans le paramètre, que la date limite ce sera le 26 mars à minuit, mais je ne bloque pas le système. Ça veut dire qu'ils pourront continuer à remettre le document plus tard, quitte à moi après de voir, vous verrez dans l'interface que Moodle nous permet de le voir. Après, à moi de voir si l'ordre que j'avais donné mérite sanction s'il n'est pas respecté, ou pénalité dans la note, bien entendu.
Mais je bloque pas le système parce que ça ne sert à rien et qu'ils prennent l'habitude après de nous surcharger la boîte aux lettres avec des rapports qui peuvent être volumineux. Et donc, j'ai déjà une ou deux fois eu ma boîte aux lettres saturée, donc j'arrête ça. On peut, autre paramètre intéressant, c'est qu'on peut fixer le nombre de maximum de fichiers à remettre. Ça peut dépendre des consignes aussi. La taille du dépôt. Donc là, 75 mégas pour Moodle, c'est bien. J'ai jamais atteint cette limite, donc tout va bien. Ce qui est intéressant aussi dans notre contexte, c'est de fixer que les étudiants vont remettre leur travail en groupe, ce qui est le cœur de ma démonstration, et de dire que il faut que l'étudiant soit dans un groupe pour qu'il puisse remettre le devoir. Alors dans ma présentation, ils sont tous en groupe, donc il n'y a pas d'incidence, mais maintenant vous pouvez autoriser quelqu'un en solo à travailler s'il n'y a pas assez de personnes pour faire des groupes complets. Bien entendu, à la fin, vous avez ici la possibilité de fixer une note, votre barème. Alors Moodle offre la possibilité de gérer tout un carnet de notes. Alors c'est une chose qu'on n'utilise pas le SUA parce qu'on a notre propre système pour les notes. Et vous le verrez à la fin, on peut exporter les résultats de Moodle sous forme de tableau de fichiers CSV ou de fichiers Excel. Donc après, on n'a plus qu'à faire un import-export très simplement et ça ne nous pose aucun problème. Donc en fait, je n'utilise personnellement pas le carnet de notes parce qu'on a déjà notre système à côté. Donc voilà, vous avez le devoir que je viens de créer, mais je vais, donc ça c'est simple, il faut tester bien entendu, mais ça c'est simple. Et donc je vais revenir vous présenter celui que j'ai créé, parce que j'avais déjà demandé aux étudiants de venir poster des choses. Et quand vous voyez le résultat, après quelques temps, donc je leur avais demandé de remettre avant midi un fichier quelconque avant midi aujourd'hui, et on peut consulter la remise des travaux. Et là, vous voyez, comme je vous le disais, que le travail se fait par groupe. Donc là, on voit différents étudiants. On voit que le groupe 1, il a remis un fichier et que toutes les personnes du groupe 1 on dispose de ce même fichier. On peut voir qu'ils sont les étudiants qui l'ont remis à l'heure, là, 8h56 ce matin, les étudiants qui l'ont remis en retard ou les étudiants qui ne l'ont pas encore remis. Donc ça permet de voir différentes choses. On a des traces très précises de ce qui a été fait. Donc ça nous permet de bien juger, de bien gérer la situation sans aucun problème. À l'issue, quand vous êtes, alors je peux vous, oui, alors avant de vous montrer ce que voient les étudiants, ce qui est intéressant, c'est que je peux vous montrer comment on change, comment on évalue. Donc, on revient sur le cours et on consulte les travaux. Et là, Moodle nous permet de télécharger tous les travaux remis d'un seul coup. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer, il génère automatiquement une archive que je télécharge. Donc là, je quitte, j'ouvre mon navigateur et je vois que dans les téléchargements, Moodle, j'ai pu récupérer tous les travaux des étudiants, j'ai plus qu'à le déchiffrer et Moodle a construit directement tous les travaux, a mis le nom et a mis le numéro de groupe et j'ai plus qu'à regarder. Et puis, si on regarde que pour le groupe 1, ils ont tous exactement le même fichier. Donc Moodle nous offre cette facilité de pouvoir bien tracer la remise des travaux, de bien identifier qui a remis les travaux. Donc c'est vraiment très pratique. Donc après lecture de ces projets, on peut revenir. Par exemple, on va mettre une note pour Mousseline. On va lui dire qu'il a fait un bon travail. On va lui donner un avis. Et quand on enregistre donc que l'avis pour Mousseline, l'avantage, on va laisser un peu faire. Bien entendu, c'est aujourd'hui qui a l'effet des mots, voilà. On va consulter la remise et on voit que la note qui a été attribuée à Mousseline a aussi été attribuée à tous les membres de son groupe, donc Juliette et Adèle. Et ça nous offre vraiment une facilité de gestion. On n'a plus à faire le tableau parce qu'à la fin, on peut afficher le carnet de notes, mais on pourra aussi, voilà, on peut télécharger, on pourra octroyer des prolongations. Enfin,
tout ce que je veux vous dire, c'est que Moodle nous offre énormément de possibilités et intègre la gestion des groupes dans le projet et dans les rapports. Donc ça, c'est très bien. Je vais continuer pour ne pas passer trop de temps sur la remise des projets. Donc ça, des rapports, ça je vais le supprimer. On va nettoyer un petit peu. On va revenir sur une deuxième fonctionnalité que je trouve très bien, que j'ai redécouvert dernièrement en préparant justement les cours que j'allais faire à distance. C'est la capacité de pouvoir poser des questions en live pendant une présentation. De temps en temps, quand je fais une présentation en face à face, je peux lancer une question ouverte et susciter l'attention de tous les étudiants. Et ce que je n'aime pas, c'est quand on fait des visios, c'est me retrouver, parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, en fin d'année dernière avec les grèves, où on se retrouve, enfin, ou en début d'année, excusez-moi, on se retrouve avec des étudiants qui sont à distance, qui sont chez eux, qui sont agacés par la situation, par ce qu'ils vivent. Et de temps en temps, il faut susciter un peu l'intérêt. Et donc, moi, je posais des questions, je leur demandais de me répondre par mail. Et après coup, une fois que j'ai vu que cette situation n'était pas simple, parce que je me retrouvais à devoir gérer beaucoup de mails, en regardant Moodle, en fait, j'ai réalisé que tout était déjà là et que j'avais manqué de lucidité. Donc, je vais vous présenter les forums de type questions et réponses. Alors, comment les créer? Je vais quand même vous montrer comment les créer. Donc, on crée une activité Moodle, on crée un forum, et dans les forums, on a la possibilité de choisir les forums standards avec quelques particularités et les forums questions-réponses. Et l'avantage des forums questions-réponses, donc je vais annuler et je vais revenir sur celui que j'ai créé. L'avantage des forums de questions-réponses, c'est que l'enseignant pose une question et les étudiants peuvent répondre, mais ils ne peuvent pas voir les réponses des autres tant qu'ils n'ont pas répondu. Et pire que ça, je vais vous le montrer avec Johan, le compte de Johan. Ça veut dire que là, je vais le mettre en plein écran, ça va être plus simple. Et je vais grandir un peu, voilà. Vous voyez que quand je rentre dans le forum, il est annoncé que ce forum est en question-réponse et qu'on ne peut voir les autres réponses que quand on aura écrit sa propre réponse. Donc ça force les étudiants à avoir un propre avis. Et pire que ça, vous allez voir, je fais sur la question 2, c'est que quand il clique, bon là il confirme, je ne peux pas voir la réponse qui a été donnée, je peux répondre, donc je clique sur ma réponse, je clique répondre, je donne ma réponse, envoyer. Et ce qu'il dit, voilà, c'est qu'il dit qu'on a le droit de modifier la réponse pendant 30 minutes. Ça laisse l'occasion, c'est pas inintéressant, ça laisse l'occasion à l'étudiant de pouvoir changer d'avis, mais ça bloque toujours l'affichage. Et il ne pourra voir la réponse des autres personnes qu'au bout de 30 minutes. Et quand on revient, donc on avait un deuxième questionnaire ici, quand on revient, là vous voyez que on avait fait ce jeu de questions-réponses un peu plus tôt dans la journée, et on peut voir que Johan, qui avait, bon là c'était bien plus tôt, donc on peut voir le jeu de questions-réponses. Et c'est très très intéressant, surtout que, vous pouvez le voir ici, on a la possibilité de noter, enfin d'évaluer la réponse des étudiants. Donc je retourne côté formateur, j'actualise, et je peux voir ici qu'on a la possibilité d'évaluer, toujours pareil dans les paramètres. Alors on peut donner des annotations, bien, pas bien, très bien, ou on peut donner des notes. Alors ça, c'est chacun fait comme il le ressent. Personnellement, je mets une petite note sur 5 ou je donne peut-être une remarque juste pour montrer que je porte de l'intérêt à la réponse de l'étudiant parce qu'il est à distance, il ne nous voit pas. Et s'il ne voit pas qu'on a de l'intérêt sur son travail, on va très vite perdre son attention. Et même si on ne peut pas prendre en compte forcément cette réponse parce que on ne peut pas porter trop de crédit à ce type de questions surprises parce qu'ils sont à distance, il peut y avoir des problèmes de connexion. Comme le disait François avant, il faut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas tous là tout le temps. Donc notre objectif c'est d'avoir le maximum d'étudiants possible, mais s'il en manque, ben, il en manque et c'est pas grave. Donc il faut qu'on puisse leur porter une évaluation sans qu'elle soit sanctionnée, enfin qu'elle soit
trop importante. C'est juste une petite information pour que l'étudiant mesure s'il a réussi ou pas son travail. Donc là, bon, je vais mettre, allez, je vais mettre du 5 et du 5, je suis gentil. Hop. Et quand on fait ça, quand on revient, on ressort, on revient, on voit que les notes ont été prises en compte ici, et quand on retourne sur l'interface de Johan, il peut voir sa note et pas la note que j'avais donnée à Joël parce que ça ne l'intéresse pas. Et là, c'est quelque chose qui est très bien avec Moodle, c'est qu'il y a la discrétion de l'évaluation du résultat. C'est la possibilité que chaque étudiant puisse suivre ses résultats sans avoir peur de la critique qui pourrait arriver entre eux, parce qu'il y en a un qui a réussi, l'autre qui n'a pas réussi. Donc là, le système ne permet pas de voir les notes et les résultats des autres. Donc ça, c'est très appréciable par les étudiants quand on peut leur diffuser leurs notes ainsi. Donc voilà, là c'est le système de questions-réponses de Moodle que j'ai redécouvert et que je vais utiliser fréquemment. Et il nous reste la dernière évaluation, la plus utilisée, c'est l'évaluation classique. Alors, comment fonctionne une évaluation classique? C'est une activité, donc celle-là, je ne l'avais pas préparée avant parce que les étudiants sont là avec moi pour vous faire une démonstration en live. Donc, c'est l'activité de type test que l'on crée. Et là, il y a tout un tas de paramètres, il faut vraiment faire attention parce que là, on peut faire, si on ne prend pas en compte la situation, on peut avoir pas mal de problèmes. Le premier, c'est l'ouverture du test, oui ou non. Personnellement, j'ai pris l'habitude de ne jamais mettre de date d'ouverture d'un test, parce que ce soit en présentiel ou à distance, il peut y avoir un incident technique de dernier moment. En présentiel, on arrive dans la salle qui est banalisée, la salle de TP qui est banalisée, et puis on constate qu'il y a un PC qui ne veut pas démarrer, parce que la loi de Murphy, c'est quand on a besoin de tout, on a beau avoir vérifié la veille au soir, ben le lendemain matin à 8h45, eh ben, on a des incidents techniques. C'est Murphy qui aime nous solliciter et nous tester. Donc moi j'aime bien, plutôt que de mettre une date et qui s'affiche automatiquement, c'est moi qui cache ou affiche l'événement. Et donc quand tout le monde est prêt, je l'affiche et tout le monde démarre en même temps. Comme ça, tout le monde peut finir en même temps. Je trouve ça très 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 important de garder tous les étudiants sur un même niveau. Alors là, bien sûr, tout le monde est sur le même niveau quand on est à distance et quand chacun peut avoir des difficultés de qualité de PC, de qualité de connexion. On sait que ce ne sera pas possible d'avoir du 100%, mais notre objectif, c'est de faire au mieux et puis d'essayer d'atteindre le meilleur résultat possible. Par contre, ce que je vais garder, alors je vois une réponse, comment faire face à la triche. Justement, j'arrive juste après. Je vais vous montrer mes astuces. Alors, on ne pourra pas combler tous les cas de triche, mais je vais vous présenter mes astuces. Alors, la première astuce, c'est que je ferme par contre le test très rapidement. Ça veut dire qu'imaginez que vous créez un test d'1 heure. Moodle à distance, 1 heure, c'est très ambitieux. Alors, on va dire une demi-heure. Vaut mieux plusieurs petits tests de 20 minutes, une demi-heure qu'un test d'1 heure où il y a les incidents techniques peuvent se multiplier. Donc, on va dire 20 minutes. Ici ou ici, très simplement, 5 minutes. On va vous faire une petite présentation de 5 minutes, le temps disponible. Donc, il est actuellement 28, donc le temps de finir de vous faire ma présentation et de mettre en test, on va dire 45, 50. Bon, voilà. Ça veut dire que très rapidement, après la fin du délai accordé au test, le test va se fermer. Ce qui permet quoi? Que comme ils sont à distance, si un étudiant commence le test, le termine, voit les questions, il ne faut pas qu'on lui laisse le temps de communiquer les questions à un de ses collègues et qu'il puisse faire le test. Il faut qu'on essaye de les forcer à tous faire le test en même temps. Donc ça veut dire quoi? De prendre des dates de réalisation du test, enfin un créneau de réalisation du test le plus proche du créneau réel du test, le délai maximum pour le test. Ensuite, un autre paramètre,
c'est d'envoyer la tentative automatiquement. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, qu'ils aient oublié d'envoyer, de terminer le test, ou qu'ils arrivent à la date, au délai, ou à le créneau, l'heure de fermeture, et ben le test sera envoyé. Ça évite d'avoir des incidents, quelqu'un qui a oublié de finaliser son TP, enfin son évaluation. Petit paramètre qui est qui nous a piégés tous plus d'une fois, c'est le nombre de tentatives utilisées, autorisées. Alors c'est très pratique quand on veut créer un test d'entraînement. Alors je le fais pas mal de fois où je propose des questions types et puis les étudiants peuvent venir s'entraîner. Donc les tentatives illimitées c'est très bien, mais dans le cas d'une évaluation réelle en une seule fois, il faut mettre une seule tentative, bien entendu. Après, on descend, mélanger les éléments des questions. Donc ça, c'est très important. C'est aussi un élément qui permet de contrer les cas de triche. Ça veut dire que même s'il y a les mêmes questions, elles n'arriveront pas dans le même ordre. Donc si ils ont mis, par exemple, un Discord entre eux à côté, ils ne peuvent pas s'accorder sur la réponse. Parce qu'ils n'ont pas tous la même question et ils sont tous limités dans le temps. Donc, ils sont obligés de répondre pour. L'option de relecture, donc ça aussi c'est très important, il faut désactiver. Alors c'est très bien quand on fait des démos, enfin des tests d'auto-entraînement, parce qu'ils peuvent voir le feedback, donc les réponses, savoir s'ils ont bon, s'ils n'ont pas bon, le résultat à la question, voir notre commentaire pour chaque question. Mais dans un test réel, il vaut mieux le désactiver. Et ils ne verront leurs résultats et les commentaires et les réponses que quand nous, on aura décidé de fermer le test. Donc après la fin pour le dernier étudiant qui est en train de réaliser le test. Bon, après des petits paramètres pour l'apparence. Un élément qui est bien quand on est en présentiel, c'est de donner une clé, enfin un mot de passe pour démarrer le test. Ça, c'est quand je suis en présentiel, donc j'affiche le test, je donne le mot de passe une fois que tous les étudiants dans la salle sont prêts. Ça permet d'être sûr qu'ils démarrent en même temps. Voilà. Après, bon, le feedback global, je vérifie s'il n'y a pas possibilité de le faire en groupe, mais généralement, personnellement, quand je fais ces tests-là, c'est individuel. Et j'enregistre et c'est bon. Donc voilà le test. Le test, après, là, il est vide pour l'instant. C'est qu'une coquille vide et il faut y mettre des questions. Donc, on peut le faire directement par ce bouton, mais avant, je voudrais vous présenter une fonctionnalité de Moodle qui est très intéressante, c'est de pouvoir générer une banque de questions. Donc, la banque de questions, c'est quoi? C'est le fait qu'on capitalise année après année des questions types et on peut les regrouper par catégorie. Donc, les catégories peuvent être... Alors, dans mon cas, j'ai fait des questions sur les dieux grecs. Donc, pour la démonstration, c'est pas bien sorcier. Donc, je les répartis en plusieurs catégories. Des questions classiques que je vais vous présenter parce que ça vous montre les différents types de questions. Les questions aléatoires, je vais vous présenter cette fonctionnalité juste après, puis quelques questions surprises pour pimenter un petit peu le test de nos étudiants qui sont en train de faire la démo avec. Donc, je vais vous présenter uniquement les questions types. Alors, il y a des questions, pour ceux qui connaissent un peu moins Moodle. Les questions courtes, d'abord, ça veut dire que c'est une question avec une réponse courte. Ça veut dire qu'on pose une question simple, qui est le dieu des dieux. Ok, on est dans le contexte grec. On dit que la casse est importante, oui ou non, ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez la note qu'on accorde pour une bonne réponse. Et là, on peut proposer les réponses et on peut donner la totalité des points ou pas. C'est à nous de décider. Donc là, s'ils mettent Zeus avec un Z majuscule, ils ont les 100%. Et si on a accordé beaucoup de crédit au fait qu'un dieu doit être écrit avec une majuscule en première lettre, on peut décider, selon les souhaits de l'enseignant, de ne pas mettre la totalité des points. Et après, on peut, et moi ça m'arrive beaucoup, alors surtout en Linux, quand je leur demande des commandes et que les fautes de frappe peuvent arriver avec le stress, avec le fait de se presser, il arrive qu'ils me mettent des réponses un peu exotiques qui ne sont pas nécessairement fausses, mais qui ne sont pas tout à fait vraies. Et au fur et à mesure des années, je rajoute des possibilités d'écriture avec une hauteur de points selon la tolérance que je peux accorder à une vraie faute de frappe ou à une faute de frappe qui doit être sanctionnée. Donc c'est bien parce que ça nous permet de faire une correction, donc vous l'avez compris, automatique. On revient aux questions.
je retourne ici. Donc ça, c'était la question courte. On a la question longue, la question avec une réponse longue. Donc ça, on leur demande, on pose une question ouverte et puis les étudiants doivent développer leur réponse. Et là, ben, c'est la seule question ou une des seules questions qui ne peut pas être corrigée automatiquement parce que ça va forcer l'enseignant à venir lui-même corriger. Après, libre à nous d'autoriser, de permettre plus ou moins de lignes, plus ou moins de mots, avec un éditeur plus ou moins particulier, ça peut être très intéressant. Maintenant, j'apporte un bémol. On en a beaucoup discuté avec les enseignants en mathématiques qui sont à l'ESUA. Ce n'est pas adapté pour les formules mathématiques. On n'a pas trouvé ça pertinent ou on n'a toujours pas encore trouvé l'astuce du plugin qu'on pourrait mettre dans Moodle pour pouvoir permettre aux étudiants de faire des évaluations avec des corrections automatiques avec des formules mathématiques. Parce que là, je vous montre les principaux, mais quand on crée une question, juste pour vous présenter, il y a la possibilité de faire énormément de choses, de faire des calculs, de faire des phrases à trous où on vient compléter, de faire des cliquer-glisser avec des étiquettes sur des photos. Donc, il y a énormément de possibilités. Moi, je vous présente celles que j'utilise parce que je les trouve simples, que je n'ai pas de soucis avec les étudiants, qu'on n'a pas de soucis techniques, elles se corrigent facilement. Et quitte à utiliser une interface ou un système qui nous permet de corriger automatiquement, autant rester dans le bon esprit entre sa matière, son besoin et les fonctionnalités de l'outil. Si je veux commencer à leur faire développer, je ne sais pas moi, un schéma réseau, je trouve beaucoup plus simple de leur demander de me le faire sur feuille papier parce qu'un outil pour faciliter la correction, il pourrait perdre trop de temps juste pour faire un beau schéma réseau avec l'outil. Donc je préfère dissocier, quand il faut du papier, je reviens au papier. Mais dans le cas donc d'une évaluation à distance, autant rester simple et d'éviter tous les petits problèmes techniques. Donc les trois derniers types de questions que je voulais vous montrer, donc les associations, donc c'est quelque chose de simple, c'est qu'on a une colonne à gauche, une colonne à droite. Hop, j'ai vu qu'un petit H qui est majuscule, voilà, et un petit P, dis donc. Et donc vous avez la possibilité de proposer les deux colonnes. Là, vous voyez les réponses qui sont attendues, et puis vous verrez tout à l'heure dans la démonstration, quand on se trompe, ce qui se passe. Et après, les QCM et les QCU, bah, c'est exactement la même chose. Donc, vous posez une question, voilà, qui est le dieu grec de l'enfer. Vous proposez des réponses, et là, vous avez sélectionné, bon, pour les QCU, donc les questions à choix unique, vous imposez une seule réponse, mais vous avez aussi la possibilité de mélanger à l'écran les choix. Ce qui permet aussi que si les étudiants, alors déjà je vous avais parlé du fait de mélanger les questions entre elles, mais vous pouvez aussi mélanger les propositions. Ce qui fait que s'ils ont par hasard la chance, deux potes en discussion, d'être sur la même question, s'il y en a un qui lui dit c'est la réponse A, ben c'est pas nécessairement la réponse A, la même proposition A de l'autre côté. Alors, pour les questions à choix unique, il faut qu'il y ait une des solutions qui soit valorisée à 100% des points que vous accordez pour cette question. Jusque-là, ça c'est assez simple. Là où ça se complique un tout petit peu, enfin, il y a encore, ça se complique pas vraiment, mais il faut, c'est par l'habitude et par l'expérience, c'est pour les questions à choix multiples. Donc, c'est la même interface, sauf que vous autorisez les étudiants à proposer plusieurs réponses. Vous le pouvez mélanger aussi. Et là, en fait, vous avez donc plusieurs réponses possibles. Et donc, c'est à vous, avec cette option-là, cette liste déroulante, de proposer des points, enfin, de valoriser positivement ou au contraire de sanctionner une réponse. Ça veut dire que vous pouvez, bon là c'était Hermès, les attributs d'Hermès, il en a 3, le casque, le caducée et les sandales ailées. Donc on pourrait très naturellement dire, ben voilà, 33,33% pour chacun, ou on pourrait dire que ben, le casque, c'est l'attribut le plus important, c'est un exemple, on n'est pas là pour débattre, et on va mettre 25 pour les deux. L'important pour le système, c'est qu'au final, il y ait 100% qui soit accordé. Et ce que j'ai constaté dans ce système-là, c'est que les étudiants, ils ont très très vite compris que s'ils cochaient tout, factuellement, ils allaient avoir 100% des réponses, 100% des points. Donc, je suis obligé maintenant, alors je les préviens à chaque fois, de mettre des points négatifs.
Ça veut dire que s'ils sélectionnent la hache ou le cerbère, ben, ils seront pénalisés en points. Après, libre à moi de savoir à quelle hauteur. Est-ce que je leur enlève 12,5, 25% des points, 33%. Chacun fixe le barème comme il veut. Mais ça permet que les étudiants, maintenant, ils savent que s'ils cochent bêtement ou tout juste pour essayer de contrer le système, eh ben, ils ne vont pas avoir la totalité des points. Donc là, c'est un exemple. Et je vous montrerai qu'après, on peut revenir sur le barème qu'on a mis, parce qu'une fois, je me suis retrouvé sur des gens qui avaient testé, qui avaient réalisé que de toute façon, ils ne savaient pas, et qu'en pénalité, ils avaient, de toute façon, ils restaient positifs. Par exemple, là, ils vont avoir 75% des points s'ils cochent tout. Donc, on peut changer le barème et de faire en sorte que si quelqu'un a tout coché, eh ben, il aura des points négatifs réellement. Il va sur sa note, pour cette question-là, eh ben, il aura moins quelque chose, au lieu d'avoir 75% des points. Mais je vous montrerai cette fonctionnalité juste après, lors de la correction. Donc voilà, là, je vous ai montré les principales questions. Donc maintenant, on va recréer le test. On va modifier le test. Donc, on revient sur le test que j'avais créé. On revient sur la fonctionnalité, sur l'interface qui nous permet d'ajouter les questions. Ici, on a un bouton qui nous permet d'aller chercher les questions dans la banque de questions. Donc là, je vais choisir la catégorie que je veux. Je vais prendre toutes les questions. OK. Pour le plaisir, je vais ajouter une question aléatoire. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, regardez, si ici, je ne vais pas le prendre comme ça. Ici, je vais prendre une question surprise, pour le plaisir, ici. Et ça me fait 9 points. Et là, il me reste un point à accorder. Vous voyez ici, le total des notes, c'est sur 9. Et je comptais faire une interro sur 10. C'est ce que me proposait le système par défaut. OK, il me reste un point à donner. Et j'avais un ensemble de questions qui ont toutes le même degré de difficulté, qui sont plus ou moins semblables, et ben j'ai la possibilité de choisir des questions aléatoires. Ça veut dire que j'ai un pool de questions que moi, personnellement, j'identifie toujours dans une catégorie bien précise, et je peux dire que voilà, parmi toutes ces questions aléatoires, j'en veux une au hasard. Donc ça veut dire que les étudiants auront une partie du test où je suis certain que ce ne sera pas les mêmes. Et en plus, je peux donc, comme je vous l'ai dit, certaines questions, les propositions vont être aléatoires, donc ils n'auront pas le même ordre, par exemple dans les QCM, les QCU et les associations. Et en plus, je peux dire que le test, les questions sont mélangées. Ça veut dire qu'ils auront ici les propositions aléatoires, une question inconnue, que même moi je ne connais pas, enfin je connais les questions possibles, mais je ne sais pas laquelle va arriver pour qui. Et en plus, pour celles que je maîtrise, je peux les mélanger. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très bien, sauf si vous avez une progression logique de vos questions. Par exemple, que vous avez un chemin, un fil conducteur dans vos questions pour arriver à la fin de la question où la dernière question a besoin de la question numéro 2 et la question numéro 3. Donc là, vous ne pouvez pas les mélanger. Mais dans un contexte comme une évaluation à distance, pour éviter la fraude, c'est très bien comme fonctionnalité. Vaut mieux rester modeste et faire des évaluations simples que de commencer à tester plein de choses. Donc là, on a fini. Le test est là. Je le vérifie. Il est disponible. Il est là. Bon, j'avais oublié de le cacher, mais dans la vraie vie, je le cache parce que sinon, les étudiants, ils sont toujours à l'affût de ce type d'informations et ils peuvent le tester. Imaginons que vous êtes là. Vous pouvez, vous aussi, prévisualiser votre test. Donc, vous pouvez vérifier le rendu du test. Vous pouvez voir, par exemple, ce que donnent les listes de choix. Vous pouvez voir ce que donne une question à choix unique. Une question à choix multiple, elle est là. Voilà, c'est tout. Et à la fin, une fois que vous avez terminé, vous avez le bouton ici, vous avez le déroulé du temps, vous avez le bouton pour terminer le test. Donc, ce qu'on va faire maintenant, tout envoyé est terminé à la fin. Voilà. Et là, c'est le rendu qu'ils ont. Et vous voyez, il n'y a pas de feedback. Il y a juste ce qu'ils ont fait. Et donc, maintenant, je vais demander aux étudiants qui sont connectés de bien vouloir faire le test maintenant. Et moi, je vais me mettre... Hop, excusez-moi. Petite interface qui ne sert à rien. Voilà. Je vais me mettre sur le compte de l'étudiant.
et je vais moi aussi faire le test rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Donc test en live, je fais le test, je démarre une tentative. Et donc là, alors vous m'excuserez pour les puristes, mais je vais aller vite parce que l'objectif n'est pas là. Quand même. Voilà. Bon, je vais terminer le test. C'est juste pour vous montrer comment ça se fait. Petite particularité, quelque chose qui peut être sympathique. Voilà, marquez la question, vous allez voir. Ça veut dire que cette question, on la trouve compliquée. Et quand il y a beaucoup de questions, quand ils terminent le test, avant de le valider, ils peuvent voir qu'il y avait des questions sur lesquelles qu'ils avaient marqué, celles pour lesquelles ils n'ont pas répondu, et donc ils peuvent revenir dessus sans contrainte. Mais là, je vais envoyer le test, et vous voyez ici que lui, moi en démonstration, j'avais quelque chose, mais l'étudiant, quand il le fait, il n'a pas de feedback du tout. Donc il a envoyé le test et c'est terminé. On revient sur l'interface de l'enseignant. Et je reviens ici, et là, qu'est-ce que je peux voir, moi, enseignant? Je peux suivre la progression du test. Et je peux voir que certains étudiants l'ont fait, je peux voir le résultat, alors que Johan, tout à l'heure, avec l'utilisateur par démo, il n'avait aucun retour. Moi, je peux voir ce qui se passe au fur et à mesure. Alors là, il a terminé. Et pour les autres, je peux voir ici, je peux voir où ils en sont. On peut voir qu'il y a une partie des notes qui ont été calculées automatiquement. Il y a une question qui reste à évaluer manuellement. Et je peux voir pour les autres, je ne sais pas, je peux voir là où ils en sont. Donc on peut voir les questions, les réponses qu'il a pour l'instant posées. Et puis, bon, j'attends qu'il termine et qu'il valide son évaluation. Donc, alors, on va attendre tranquillement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir la moyenne, la progression de la moyenne. Et à la fin, c'est toujours très intéressant. Ça vous permet de voir si une question, finalement, elle était beaucoup plus dure que prévu, parce que la note que vous attendiez, enfin, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Donc, c'est peut-être, ça nous permet aussi à l'enseignant de faire un petit retour et de dire, ils ont tous raté cet élément ou ce domaine, il faudrait peut-être que je vois s'il n'y a pas quelque chose. Donc on peut actualiser, j'attends un peu, Juliette, Mousseline et Aude. Hop. Ils sont là, ils arrivent. Est-ce que je vais vous montrer maintenant? Alors je vais vous montrer maintenant un élément, la correction. Je vais commencer à vous parler de la correction, parce qu'une fois que tout ça est terminé, bon alors, là on est en phase démo, mais dans la réalité, je cache le test tout de suite à la fin et j'assure que la fermeture, une fois que tout le monde a fini, si on est avant le créneau de fermeture que j'ai fixé, je ferme le test et je le cache. Comme ça, au moins, il n'y a plus de problème, personne ne peut revenir dessus. Et ensuite, quand on revient sur la correction, il y a deux possibilités. Vous pouvez faire des corrections étudiant par étudiant. Ça veut dire qu'on peut voir toute la copie que j'ai fait avec vous et revenir sur la question ouverte. Bon, là, c'était la question rapide, la question courte avec réponse courte, donc ça se corrige automatiquement. Mais pour la question ouverte, il faut que j'apporte mon avis. Donc, bon, là, c'est simple, j'ai rien mis. Donc, je m'octroie un 0 et pas la peine de commentaire pour ça. Et voilà, j'enregistre. Et là, on voit... je reviens en grand écran, on retourne là et là, et on voit qu'au moins pour un étudiant, il est où Johan? Voilà, la correction est complète, elle est faite. Il nous manque encore Juliette, qui va arriver. Alors, je vais quand même vérifier. Si, Juliette a quelque chose qui est intéressant. Terminer la relecture. Excusez-moi. Vous pouvez voir les dates de début. Ça y est, Juliette a terminé. Vous pouvez voir quand est-ce que les étudiants ont commencé, quand est-ce que le temps qu'ils ont mis, quand est-ce qu'ils ont terminé. Ça peut être des informations assez intéressantes pour vous, pour pouvoir avoir un feedback de ce que vous avez fait. Et donc, alors en correction, ce qui reste encore, c'est que je vous ai présenté une correction par tentative. Maintenant, ce qu'il arrive, j'ai mes humeurs, comme tout le monde.
Ça veut dire qu'il y a des jours où je vais être peut-être plus sévère que certaines fois où je vais être plus tolérant, je sais pas, on est tous pareils, je pense, enfin j'espère pour moi. C'est que on peut varier dans la façon de corriger. Même si on s'est fait un barème, on peut être plus ou moins sévère. Donc quand on a énormément d'étudiants et quand on les fait étudiant par étudiant, ça peut être compliqué parce qu'on ne pourra pas tous les finir en un seul coup. Donc quand j'ai beaucoup d'étudiants et que je suis certain de ne pas pouvoir terminer ma correction en un seul coup, je vais gérer les questions manuellement. Ça veut dire que ma correction va se faire par question et pas par étudiant. Donc c'est la fonctionnalité qui s'appelle évaluation manuelle. Là, je vois que la seule question qui mérite évaluation, alors je peux revenir sur une autre question, et je vais vous le montrer après, mais je fais réponse question par question, et je m'occupe d'abord de celle qui mérite une évaluation. Donc je vais cliquer sur tout évaluer, et là, il a la possibilité, il y a deux fonctions qui sont sympathiques, c'est le nombre de questions par page, donc là ils sont 10, donc je vais en proposer 10. Et je vais dire celle qui mérite d'être évaluée, parce que celle, bon, pour Joanne que j'ai corrigée, ou pour la personne qui n'a rien mis, ben lui, il n'y a pas besoin de corriger. Et donc, j'ai plus qu'à cliquer, et en plus, vous regardez, j'ai laissé aléatoirement, et moi, en fait, j'arrive à rester complètement neutre. Quand on ouvre une copie, on sait qui on corrige, alors que quand on fait comme ça, au bout d'un moment, alors peut-être qu'on fait attention à la première personne, donc Dionysos, ok, on va lui mettre 2 points pour le dieu du vin. Mais après, on oublie. Enfin, personnellement, j'oublie et je corrige que la question. En fait, c'est comme si vous regardez l'écran, c'est comme si je ne faisais pas attention à qui était au-dessus. Moi, je regarde l'écran, le carré bleu, et je note dans le carré vert. Et j'apporte mon commentaire. J'ai plus qu'à marquer les points. Et l'avantage, c'est qu'après, bon, je mets des points pour tout le monde. À la fin, quand on a fait ça, on enregistre une seule fois pour toute la page de correction. Alors, d'expérience, là aussi, ne changez pas, ne mettez pas un chiffre trop important, parce que s'il y a un problème technique ou que quelqu'un vous appelle au téléphone en même temps, vous pouvez perdre 50 corrections en même temps. Donc, c'est un peu casse-pied d'expérience, restez modeste et ça se passera bien. Et il se peut aussi, donc là, tout le monde a été évalué, il se peut aussi que vous ayez raté quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, je reviens sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc, par exemple, il y a le délégué ou le représentant des étudiants qui m'appelle, Quentin par exemple, et il me dit que les étudiants ont une remarque sur telle ou telle évaluation, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur les points négatifs. Ok, bon là, Quentin, il avait réussi, c'était le délégué, mais peu importe. Je peux revenir constater la question dont il me parle. Alors, je suis obligé de revenir sur la fiche de l'étudiant, sur la copie, parce que comme ils n'ont pas tous le même numéro de question, je vais vers lui, je m'assure que c'est bien la question dont il me parle, et ensuite, je peux aller modifier la question, et là, revenir sur mon choix de barème. Donc, je peux dire qu'en fait, c'était 33% pour chacun. Ok, soit. Bon, c'est un exemple que je vous donne. J'enregistre. Et là, en fait, j'ai changé le barème alors que la correction a été faite. Eh bien, c'est pas grave. Je peux revenir sur le test. Je reviens sur les tentatives. Et là, on a la fonctionnalité de recalcul global. Et là, Moodle nous fait tout par magie. On n'a plus à refaire toutes les copies. Et là, on voit ici tous ceux pour qui ça a changé. Et je trouve cette fonctionnalité vraiment très sympathique. Et surtout à la fin, petite fonctionnalité dont je vous ai parlé, vous pouvez, une fois que tout est fini, bon, vous avez toutes les statistiques à la fin, vous avez votre courbe, vous avez tout, la moyenne, tout est calculé. Et vous pouvez exporter votre tableau. Et il y aura la possibilité, alors je suis en plein écran, c'est pour ça que je ne le vois pas, voilà. Il y aura la possibilité après de pouvoir le traiter et de l'importer dans votre outil de gestion du carnet de notes qui appartient à votre école. Donc, j'en ai terminé. J'en ai terminé avec les évaluations. Je vérifie à la petite chose que je voulais vous montrer. On revient ici juste.
On va aller terminer ce test, juste pour vous montrer ce que voit l'étudiant. Alors, avant, je vais vous montrer ce qu'il voit à l'heure actuelle. L'étudiant, à l'heure actuelle, voilà, oui, tous les tests ont été notés et le délai est arrivé. Donc, voilà ce qu'il voit. Donc, on est à la fermeture et donc, il peut voir maintenant, alors que tout à l'heure, il n'avait rien. Comme je l'ai montré, une fois qu'il a validé, il n'avait aucun feedback. Maintenant, il a son feedback et il peut voir la réponse. Et c'est moi qui ai décidé quand, soit par les fins et la correction, soit parce que j'ai fini de corriger plus tôt et puis c'est moi qui le publie. Voilà. Je vais fermer cet écran et donc il me reste combien de minutes? Il me reste 5 minutes. Pour conclure et pour vous dire, avant de répondre rapidement à vos questions, en conclusion, Moodle nous permet d'adapter nos évaluations au contexte que nous vivons à l'heure actuelle, mais simplement, mon conseil, c'est de rester assez sobre, de ne pas inventer des choses et d'être tolérant. Tous les étudiants ne pourront pas être là, il ne faut pas les sanctionner parce qu'ils ne sont pas connectés, parce que on ne sait jamais ce qui se passe. Rien que dans ma situation personnelle, j'ai mes 2 filles qui sont avec moi. Elles doivent toutes les 2 travailler à visio. Il y en a une qui a des cours actuellement à l'étage. Il se peut que notre connexion tombe tout d'un coup à tous les 2. Même moi, prof, je peux perdre la connexion. Donc, il faut qu'on reste mesuré là-dessus. C'est pas pour ça qu'il faut qu'on soit non plus tolérant de tout, mais il faut accepter les choses. Notre objectif à notre école, c'est quand même de faire des évaluations parce que, outre le fait d'apporter une sanction, une note pour un quelconque bulletin, on ne connaît pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça va durer. Maintenant, il y a une chose dont moi, personnellement, je suis certain, c'est que les étudiants ont besoin d'avoir des réponses. Par exemple, je suis donc je donne des cours en système d'exploitation, je donne des cours en Linux. Il y a des étudiants qui doivent choisir s'ils préfèrent aller en cybersécurité, en big data, en IA. Et le fait de leur proposer des évaluations honnêtes et de pouvoir se tester, ça leur permet d'avoir une réponse honnête aussi sur leur capacité. Et même si cette note ou cette évaluation peut être critiquable parce que tout le monde n'était pas forcément connecté, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas s'en occuper, il faut essayer d'avoir le maximum de personnes et de permettre aux étudiants de répondre eux-mêmes à leurs propres questions. Ce qui est le but aussi d'un enseignant, c'est de faire évoluer le niveau des étudiants et qu'ils sachent où ils en sont eux-mêmes, de les accompagner au maximum pour qu'ils apportent leurs propres réponses. Ensuite, pour les cas pour contrer tout ce qui est triche probable, ma solution, c'est de mélanger tout ce qui est possible de mélanger, de mettre des questions aléatoires et de réduire le temps au maximum. Je ne vais pas faire des questions d'1 heure, je vais faire des questions des questions courtes, des questions simples, des questions rapides à répondre. On sait ou on ne sait pas, quand j'ai besoin de tester des connaissances factuelles. Et si je dois les faire réfléchir, je vais plutôt poser des questions ouvertes qui vont revenir sur les TP qu'on a pu réaliser. Ça va me permettre de vérifier s'ils ont compris le TP, si le contexte de pourquoi, pour les réseaux, on est en DHCP par moment, on n'est pas en DHCP par moment, qu'est-ce qui est préféré. Et en fait, je vais leur demander de m'expliquer ce qu'ils ont compris. Ça permet aussi d'éviter de leur laisser de temps de googliser quelque part pour une question dont la réponse, ils vont la trouver en une recherche sur Google. Donc il faut réduire le temps, essayer de créer des questions ouvertes qui ne peuvent pas être googlisées, et puis après espérer que la connexion tienne pour tout le monde sur le temps de la question. Voilà, j'en ai terminé. Donc maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Donc, comment faire face aux questions triches. Donc, je pense avoir essayé j'y ai répondu. Je vous ai donné mes astuces. À une surveillance visio, c'est très compliqué. Plus on met de la visio, plus les réseaux tombent. Je pense que dans notre expérience, généralement, la visio, elle est que pour les... alors, à part si on fait une interro en face à face. Donc là, c'est complètement autre chose. Ou si vous faites une évaluation avec une évaluation un pour un avec une personne avec qui vous parlez, mais c'est une interrogation orale. Donc là, je suis d'accord. Mais faire un visio sur, je sais pas, sur toute une classe en même temps avec la surcharge du réseau, j'y crois pas pour l'instant. Je préfère rester simple et de moins solliciter le réseau.
Un support résumant ce cours que vous faites. Et par quel moyen, s'il vous plaît? Ben, écoutez, je vais voir tout de suite avec la personne qui gère tout ça. Normalement, enfin, qui gère ma présentation, normalement, il y a la vidéo qui sera là, qui sera mise à disposition. En tout cas, ce que je vous ai raconté, j'ai rien inventé. Je vous ai plutôt parlé de mon expérience et de comment j'utilise l'outil. Mais Moodle est extrêmement bien documenté en ligne. Il y a des personnes qui font des choses magnifiques avec. Maintenant, après, ben, je pense que vous savez maintenant qui je suis. Vous connaissez mon école, donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Ce sera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'en ai terminé et je dois passer le relais au suivant. Donc si vous avez plus de questions, merci. Je vais passer le relais à Mathieu et Étienne. Je vous remercie. Bonne fin de journée.